Jean-Pierre Colombiès, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne me connaissent pas, hein, Parmi, Parmi ceux qui nous regardent, un petit peu quand même. un petit peu, ouais. D'accord. Jean-Pierre Colombias, donc je suis un ancien policier, ancien officier, ancien inspecteur surtout, 34 ans de police essentiellement dans le judiciaire, avec un parcours très éclectique puisque j'ai touché à peu près à tout, à la PJ, la sécurité publique, et dans des matières qui sont aujourd'hui sous les feux de l'actualité, à savoir dans les brigades des stupes, que ce soit au Quai des Orfèvres ou au SRPJ de Marseille. Donc j'ai 10 ans d'expérience de lutte contre les trafics de stupes, les atteintes aux personnes, les brigades criminelles. Bon, on pourrait en parler très longuement, mais ce n'est pas encore le sujet. Mais enfin, fondamentalement, mon métier a été l'investigation pendant très longtemps. Alors, ma première question, c'est de vous demander si ma vision des choses est valide. À savoir, vu de loin, on a l'impression que les meurtres se multiplient, et des meurtres liés au trafic de drogue, un peu partout en France. Hmm. Alors, il y a les meurtres et les règlements de compte. Si on parle de meurtres au droit commun, il y en a peut-être un peu moins qu'avant, pour des raisons techniques qui font que on élucide beaucoup plus facilement aujourd'hui des homicides qu'on ne le faisait autrefois grâce aux techniques d'ADN, de recherche de traces. La technologie a permis d'aller plus rapidement vers l'élucidation de ce genre de choses. Pour les règlements de compte, c'est un autre débat. Effectivement, il y a une démultiplication des règlements de compte. On le voit notamment sur Marseille, mais pas que. D'autres zones sont extrêmement touchées par le règlement de compte. Je pense à la Seine-Saint-Denis, dont on parle peu. Paris aussi est très touché par des phénomènes criminels, mais il faut penser, il faut imaginer que c'est moins folklorique, moins rock'n'roll que ce qui se passe à Marseille, où il y a quand même effectivement une démultiplication de ce que j'appelle vraiment la guerre des gangs. Il y a une guerre des gangs réelle à Marseille, qui a pris une autre tournure que ce que j'ai pu connaître moi dans les années 90, parce que j'étais à la brigade criminelle dans les années 90, où on constatait que les règlements de compte étaient le fruit de problématiques entre personnalités d'une certaine ampleur. C'est-à-dire que les hommes qui se tuaient, les règlements de compte auxquels on assistait, concernaient des personnalités qui étaient beaucoup plus âgées que ce que l'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des gamins qui se tirent dessus. On le voit là, on a même un tueur professionnel de 18 ans. Incroyable. Là, ça dépasse la fiction, quoi. La réalité dépasse totalement la fiction, mais ça s'explique. Ça s'explique parce que ces gamins, faut les appeler par leur nom, ce sont des gamins, hein. Les caïds dont on parle aujourd'hui, ils ont 25-30 ans, pas plus, hein, mais les petites mains, ce qu'on peut comparer d'ailleurs à ces petites mains sud-américaines, hein, ce que l'on voit dans la littérature ou dans les séries télé, où on voit que des grands barons de la drogue avaient des soldats Des à eux enfants soldats, ouais. qui étaient recrutés parmi la jeunesse locale. Il ne faut pas grand-chose d'ailleurs pour les recruter, hein. Un peu d'argent suffit, on leur fournit des armes qui coûtent de moins en moins cher d'ailleurs. Ça, c'est un baromètre réel d'évolution de la criminalité. Moins les armes sont chères, plus il y en a, de fait. C'est QFD, c'est la loi là pour le coup, c'est la loi du marché. Comme pour la drogue. Si le prix au gramme de certaines matières stupéfiantes baisse, ça veut dire qu'on en a beaucoup. Ben, pour revenir au phénomène des gangs, ça s'explique totalement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de présence policière sur le terrain. Or, on a supprimé depuis plus de 20 ans maintenant le nombre des fonctionnaires en sécurité publique. On est parti du principe que les fonctionnaires coûtaient cher. Rappelez-vous les discours de Sarkozy, on va supprimer un fonctionnaire sur deux, oubliant au passage pour l'opinion publique que les fonctionnaires sont des infirmiers, infirmières, des médecins, et puis des flics, beaucoup de flics. Donc on a quasiment supprimé un poste sur deux. Il faut quand même le savoir. Résultat des courses, il y a des secteurs, pas simplement à Marseille du reste, mais des secteurs du territoire où il n'y a plus de commissariat. On a fusionné. Alors il y a un grand mot, on dit on va moderniser, on va aller de l'avant, vous allez voir, on va rationaliser les moyens. En fait, on gère la misère. On va être clair. Donc il y a des secteurs entiers où il n'y a plus de commissariat. On va les fusionner, ça a deux conséquences. Enfin, ça en a même plusieurs. Un, on n'a plus de présence du tout sur le terrain en termes de sécurité publique. Et là, il faut bien faire la différence. Je vais essayer de ne pas être trop technique, mais c'est important de le comprendre. Il faut vraiment faire la différence entre la PJ, la sécurité publique et le maintien de l'ordre que l'on connaît au travers des compagnies de CRS. La sécurité publique, c'est la police du quotidien. C'est la police de tous les jours, celle qui patrouille et qui ne doit pas avoir essentiellement de vocation à la répression, mais qui doit faire l'interface entre la population et l'autorité politique, tout simplement, ou l'autorité politique ou l'autorité qui gouverne la préfecture. Bon. Si on n'a plus ça, si on n'a pas cette présence-là sur le terrain, ben, c'est le libre cours à tout.
Et cette jeunesse qui aujourd'hui se tire dessus est une jeunesse qui ne sait pas à quoi ressemble un agent de l'État. Pour eux, le mot État n'a pas de sens. Ce qui constitue leur environnement, c'est l'environnement du trafic, de la drogue. Ils se sont constitués leur société à eux, sans barrière, sans contre-pouvoir, sans blocage. Et donc, de fait, des vocations à devenir criminels ont pu naître et prospérer au niveau auquel on le voit aujourd'hui avec de véritables guerres de territoire. C'est pas le territoire de la République pour eux, c'est leur territoire. Et ils se battent pour ça, et ils se tuent pour ça. Et c'est à ça que ça a mené cette politique de rationalisation des effectifs, qui est une politique purement, essentiellement basée sur le fric, sur l'argent, parce que le service public coûte cher. Donc on a supprimé des postes de flics pour ne parler que de la sécurité, et on a fait croire à l'opinion publique, à vous, moi, à tout le monde, qu'il suffisait de mettre des caméras pour que tout aille bien dans le meilleur des mondes. Sauf que les caméras, ce qu'on appelle la surveillance, la vidéoprotection, pour pas dire vidéosurveillance, c'est pas bien vidéosurveillance. Hein. Ça paraît, ça fait. C'est moins vendeur, ouais. C'est moins vendeur, ça fait plus répressif. Vidéoprotection, c'est bien, on se sent protégé. Sauf que ça protège de rien du tout une caméra. Ah oui. Ça permet d'élucider une affaire, ça ne l'empêche pas. Ça dissuade pas? Bien sûr que non. Mais ça dissuaderait. Les types se flinguent à longueur de journée, dans les rues, à la sortie des boîtes de nuit. Ça freine qui? Ça ralentit qui? Le petit tueur, là, celui qui se vantait d'être tueur professionnel à 18 ans, on le voit nettement sur certaines caméras en train de flinguer un type qui est devenu son contrat. Je vois pas en quoi ça l'a dissuadé de le faire, une caméra. Bien qu'il y en ait. Tout le monde, ils le savent. Enfin, on va être un peu méchant quand même. Hein. On a affaire à catégorie de population alors on nous fait passer les grands caïds pour des super cerveaux. Ils sont très intelligents, mais c'est pas des super cerveaux. Mais alors les petites mains, on est plus près du règne animal, du cerveau reptilien que de la pensée quantique. Hein. Là, faut remettre les choses à leur place. Il n'y a pas de réflexion. On est dans le geste primitif quelque part. Tu m'as agressé ou j'ai l'ordre de te supprimer, je le fais. C'est comme ça que ça se passe. Donc l'idée de se dire que les gens ne vont pas commettre de délits ou de crimes parce qu'il y a des caméras, c'est une illusion. Enfin, il suffit de se promener dans la rue, de voir comment conduisent les gens, par exemple. Tout simplement, hein, si on ramène les choses à une base, à un niveau de réflexion qui est le premier, à savoir la conduite, par exemple. Enfin, il suffit d'aller dans les rues, de voir comment se comportent les gens au volant ou sur les trottinettes ou les vélos, pour se rendre compte que plus rien ni personne ne respecte quoi que ce soit, bien qu'il y ait des caméras. Donc la caméra a un rôle en matière d'élucidation, mais pas d'anticipation ou d'empêchement du crime ou du délit. Ça, c'est très important de le comprendre. On a voulu remplacer l'homme par la machine, sauf que le contact humain est irremplaçable. Et ça, on le paye partout. Partout, sur l'ensemble du territoire, et pas qu'à Marseille. On le voit avec ce qui vient de se passer à Valence, ou à Grenoble, ou à Nîmes, où des gangs n'ont plus aucune retenue, n'ont plus aucune barrière, vont menacer des familles parce qu'elles empiètent sur leur territoire. Et la seule réponse qu'on ait à ça, c'est les CRS. Ce sont les CRS. Et pourquoi ce sont les CRS? Parce qu'il n'y a plus de commissariat sur place. On parle souvent de désert médical. Il faut aujourd'hui parler de désert sécuritaire. Il n'y a plus de police partout comme autrefois. Alors c'est vrai que ça coûte cher. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous savez qu'à Marseille, très cher Vincent, on a fusionné quasiment un commissariat sur 2, pour ne pas dire un commissariat sur 3. On a supprimé des commissariats. La quasi-totalité des commissariats de Marseille ferment la nuit. La nuit. Je parle de Marseille, ville littorale qui a une historiographie, une histoire criminelle que l'on connaît. Eh ben, on n'a pas hésité à faire ces réformes en termes de personnel dont on mesure aujourd'hui les conséquences. Marseille, c'est pas rien. Marseille, c'est 25 km de littoral. 25 km de littoral. C'est une spécificité géographique quasi unique en France. Enfin, pas quasi, qui est unique en France. Voilà, qui est impénétrable, qui a des codes et vis-à-vis de laquelle il faut avoir le cerveau bien armé, bien ancré pour appréhender ce qui s'y passe. Alors le problème, c'est que les pouvoirs politiques qui envoient des préfets de passage, là aujourd'hui on a une préfète qui se vante de tenir la sécurité à Marseille avec 9 compagnies de CRS. Ah d'accord, ok, 9 compagnies de CRS. Combien de policiers de sécurité publique encore sur place? Très peu, quasiment plus. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il y a un véritable abandon de la population actuellement sur le territoire national. Et Jean-Pierre Colombiès, pour qu'on comprenne bien l'enjeu, les CRS dépendent de qui exactement? Comment se structure la police nationale? Les CRS ont leur propre direction. Il y a une direction centrale des CRS donc, qui est pilotée directement. D'ailleurs,
C'est bien ce qui a posé problème pendant les Gilets jaunes, l'épisode des Gilets jaunes, où on a amalgamé au CRS des forces qui n'étaient pas formées pour le maintien de l'ordre. Ils ont une spécificité du maintien de l'ordre qu'ils font très bien, contrairement à ce que disent leurs détracteurs. Les forces de CRS sont parmi les meilleures au monde pour gérer les manifestations de grande ampleur, enfin de petite ou de grande ampleur, peu importe. Ils ont une expérience en matière de maintien de l'ordre. Ce qui a pêché, par exemple, pendant l'épisode des Gilets jaunes, c'est qu'on a amalgamé, associé plutôt au CRS des forces qui n'avaient pas l'habitude de le faire. Je pense au BAC départemental, aux équipages de voie publique, de BAC, aux compagnies d'intervention. On les a fait travailler avec eux alors qu'ils n'ont pas vocation à le faire. Eux, ils aiment bien travailler, les CRS aiment bien travailler en autonomie totale. Ils dépendent que de leur direction et ils ont un savoir-faire parfaitement huilé qui a toujours bien fonctionné sous l'autorité directe des préfets. Donc, il faut vraiment bien avoir en conscience que ce à quoi nous assistons depuis quelques années maintenant, avec la bénédiction du pouvoir central d'Emmanuel Macron et de ses ministres, c'est, j'ai presque envie de dire, un peu du n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des manifestations de grande ampleur et on ne se pose pas la question de savoir comment les réguler ces manifestations sans incident. Il y a des principes qui régissent les maintiens de l'ordre, l'encadrement des maintiens de l'ordre. Tout ça a été pulvérisé sous l'autorité d'Emmanuel Macron, qui a laissé carte blanche à des types comme Didier Lallemand pour faire ce qu'il a appelé la NAS et aller au contact. Par contre, de manière plus globale, la structure moderne de la police nationale a été créée avec Pétain en 1941, où on a créé les grandes directions, les directions de la PJ notamment, et de la sécurité publique. Donc tout ça, nous vivons encore sous cet héritage. Donc est-ce qu'il faudra à un moment donné le modifier, le moderniser? Probablement. En tout cas, on ne pourra pas rester éternellement sous cette organisation, qui évolue d'ailleurs, parce qu'on sent bien que de plus en plus, on veut substituer au pouvoir centralisateur de la police nationale une police municipale. On veut vraiment revenir à ce qui se faisait autrefois, parce qu'avant, c'était ça la vocation de la police, en tout cas en matière de sécurité publique, c'était la municipalisation, le contact avec la municipalité, avec comme chef, comme je dirais chef d'orchestre de son action, le maire. Alors, certains peuvent y voir, je ne sais pas si on peut appeler ça un progrès, en tout cas une évolution. Moi, je suis très réservé par rapport à ça, parce que qui dit police municipale dit impôts locaux, dit puissance financière de certaines communes. Or, toutes les communes seront loin de pouvoir se payer une police digne de ce nom dès lors qu'elle sera municipale. Et en même temps, ça semble rentrer en contradiction avec le manque d'effectifs. Cette idée Pourquoi ? d'avoir une police municipale proche des gens, etc., c'est À contraire. condition que ces missions soient clairement définies, que leur formation soit adaptée, et qu'on sache quoi leur faire faire et que ce soit pour tout le monde. On peut imaginer qu'une police municipale recrutée avec une philosophie spécifique liée à la couleur politique du maire ait une action qui soit très largement influencée par l'édile. Par le maire. Oui, bien sûr. La force, la puissance. Pourquoi le service public est puissant et est intéressant, de mon point de vue? C'est parce que c'est la même police pour tout le monde. Cette police nationale, si décriée, elle n'obéit qu'à un seul, je dirais, elle n'est qu'à un seul diapason, c'est celui de l'État. Elle ne fait pas la différence entre le fait que vous soyez de gauche, de droite, du centre, peu importe. Par contre, on pourra légitimement se poser la question, lorsque cette police municipale sera recrutée selon des critères bien spécifiques par une équipe de gouvernance municipale particulière. En tout cas, on peut se poser la question. C'est l'indépendance de la police qui est en cause. Bien sûr, Hmm. bien sûr. Et vous rajoutez à ça des réformes, des coups de boutoir, il n'y a pas d'autre mot, des pouvoirs politiques contre le pouvoir judiciaire. On le voit en ce moment même avec le débat sur la départementalisation qu'essaie de faire passer, de mettre en œuvre Darmanin, qui est pour moi un outil de casse légale pure et simple contre le pouvoir judiciaire. On sait pourquoi. Le judiciaire a toujours fait peur. Vous savez, le vrai pouvoir répressif de la police, c'est pas les CRS, c'est la justice, c'est la police judiciaire. C'est elle qui a la haute main sur les procédures et dont le travail peut amener à un moment donné à la mise en cause de certains politiques. Et c'est ça qui leur fait peur. Et en les départementalisant, on sait très bien quelle est l'arrière-pensée du gouvernement à travers Gérald Darmanin, qui est l'héritier, souvenez-vous quand même, qui est l'héritier philosophique d'un certain Nicolas Sarkozy, qui déteste le judiciaire.
Enfin, tous les partis politiques n'aiment pas le judiciaire. Ça a commencé avec la gauche, avec l'affaire Urbac-Graco, à l'époque, quand des flics de la police financière ont mis le nez dans le financement du Parti socialiste. Et puis, plus récemment, enfin, toutes les affaires qu'on connaît, Cahuzac, Sarkozy, bien évidemment, qui est alors lui le champion du monde. Enfin, c'est quand même hallucinant que Nicolas Sarkozy, que les Républicains nous présentent comme une sorte de père Fouras de la droite républicaine, devient un abonné régulier des cours correctionnels. C'est quand même. Il faut remettre les choses en perspective, il faut rendre à César ce qui est à César, comme aurait dit Jésus. Hein. Nicolas Sarkozy, c'est à la fois l'effondrement des effectifs, la baisse des effectifs concrète, substantielle, sous le couvert du moins avec comme vecteur l'argent, avec un tableau Excel dans la tête, accompagné d'un discours ultra vélitaire. Hein. Rappelez-vous, la police sera désormais une police de résultats, nous aurons des chiffres, c'était un trafic absolu en matière de statistiques, les gens l'ont oublié. Et vous rajoutez à ça quelque chose qui est passé, mais alors comme une lettre à la poste, c'est l'alourdissement considérable de la procédure judiciaire, avec comme seul but, tout simplement, l'affaiblissement du concept. Qui dit police judiciaire thrombosée, noyée sous les statistiques et les chiffres, dit justice qui elle-même aura des difficultés, a en répercussion des difficultés à fonctionner. En résumé, pour faire simple et pour synthétiser et presque caricaturer le système, Nicolas Sarkozy est le meilleur avocat des voyous dans ce pays. D'accord, donc le mal vient en partie de là, ouais. Ouais, c'est associé. Vous avez cette hypocrisie. La police n'a pas d'amis, fondamentalement. Et la police est actuellement prise entre deux feux. La démagogie presque imbécile d'une gauche qui considère que de parler de sécurité, c'est dire un gros mot. Et l'hypocrisie cynique de la droite qui, elle, ne raisonne qu'en termes de rentabilité d'une institution qui ne peut pas l'être. Donc il faut que la police, à leurs yeux, et la justice globalement, ne coûte pas cher. Moins cher en tout cas. Donc on réduit les effectifs. Mais comme on a l'hypocrisie et on n'a pas le courage de dire qu'on fait tout ça pour des motifs financiers, on dit qu'on rationalise l'emploi des effectifs, mais malgré tout qu'on leur met la pression pour obtenir des statistiques et des chiffres positifs, en tout cas politiquement corrects. Et là, le résultat est là. Ben oui, il est là, mais vous savez pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous avez moins de commissariats, c'est un peu comme les urgences en matière hospitalière. Comme vous avez moins de commissariats, il faut savoir que, comme on a supprimé des commissariats à Marseille, il faut, pour que les citoyens déposent plainte, qu'ils se déplacent parfois sur des distances assez conséquentes. En plus de ça, vous rajoutez 3 à 4 heures d'attente pour déposer plainte. Ben, qu'est-ce qui se passe d'après vous? Les gens ne déposent plus plainte. Moi, le premier. Hein. De la même façon que les gens ne vont plus aux urgences parce qu'ils savent qu'ils vont attendre entre 6 et 15 heures, ils ne vont plus aux urgences. Donc, résultat des courses, à un moment donné, vous allez voir que notre ministre de la Santé, celui-là ou un autre, de toute façon, peu importe, ce sont des marionnettes qui se succèdent les unes aux autres. L'un va annoncer que les urgences vont bien parce que ça y est, on arrive à juguler le stock des admissions, tout simplement parce que les gens vont de moins en moins y aller. Et pareil en matière criminelle, vous dites regardez, la criminalité baisse. Et vous allez voir, je vous mets mon billet, que quelqu'un aura un jour le culot de dire que la criminalité a baissé à Marseille. Tout simplement parce que les statistiques prouveront que les gens vont moins déposer plainte. C'est du cynisme total, absolu. Et donc, je suis d'accord sur l'idée, d'ailleurs, je me l'étais dit dernièrement, parce que moi-même, je me suis fait voler trottinette, casque à Paris, en plein Paris. Hein. Et j'ai jamais porté plainte, parce que je sais que ça aurait mené nulle part, on n'aurait jamais retrouvé le gars, j'aurais juste perdu mon temps. Surtout pas chercher. Mais on n'aurait même pas cherché. Mais donc, ça fait un moment que je me dis que les statistiques des incivilités, etc., sont complètement faussées. Mais alors, sur quoi on peut se baser comme chiffre pour dire qu'il y a, malgré tout, une hausse des incivilités? C'est très compliqué parce que justement, le recensement est de plus en plus biaisé. Mais comme il l'a toujours été, hein, d'ailleurs, j'ai connu, on ne me l'a pas raconté, moi j'ai connu des casiers pleins de plaintes qu'on n'enregistrait pas. Parce que c'était trop. Parce que comme Nicolas Sarkozy avait le cynisme non seulement d'imposer une politique du résultat et du chiffre, mais aussi de mettre la pression à tous les préfets qui eux-mêmes la mettaient sur les commissaires de police pour avoir les meilleurs chiffres possibles et que tout ce petit monde était transi de trouille, ils ont tous trafiqué les chiffres. Tous trafiqué les chiffres de l'enregistrement et trafiquer les chiffres de l'élucidation, ce qui est un autre critère d'efficacité. Comment on trafique les chiffres de l'élucidation? En manipulant les chiffres, en faisant croire que, par exemple, on a élucidé tant d'affaires. Alors, le secret, c'est quoi? On arrête un individu, on arrive à lui coller un fait. Là, vous avez un élucidé.
Donc vous avez 100% d'élucidation. Si pour ce même individu qui par exemple a fait 3-4 cambriolages, vous lui mettez 3-4 affaires résolues, ça fait 400% d'élucidation. Sur l'ensemble de l'année, vous arrivez à un taux d'élucidation de 90 à 110%. On fait gonfler les chiffres artificiellement. Complètement. Et on les fait baisser artificiellement tout autant. Alors c'est plus compliqué aujourd'hui parce que vous avez le nouvel logiciel, les nouveaux logiciels d'enregistrement des plaintes. Là c'est un peu compliqué parce que bon, vous pouvez pas, une fois que la plainte est prise, elle est enregistrée. C'était beaucoup plus facile avant du temps de Sarkozy parce que c'était pas comme ça. C'était juste le logiciel de rédaction de procédure basique qu'on pouvait encore trafiquer à loisir. En classifiant ensuite au niveau des secrétariats judiciaires ou en déclassifiant en fonction des nécessités. Mais donc il y a bien une multiplication des règlements de compte pour affaires de drogue. Ouais. C'est pas une vue de l'esprit, ça. Ah, pas du tout, non. Et je vais même plus loin. Le chiffre est sous-estimé. Tout simplement parce qu'on compte comme un règlement de compte la mort. La mort, c'est l'élément fondamental. Je tire, l'homme mort, bouf, c'est un règlement de compte. Mais si je tire et que je le loupe, qu'est-ce que c'est? Une tentative de règlement de compte. Ouais, sauf que si c'est pas abouti, qu'il n'est que blessé, ça reste des blessures volontaires. Donc on déclassifie. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un jeu d'écriture. On a par exemple des hommes qui ont été blessés, qui sont morts après, ça n'a pas été comptabilisé comme règlement de compte. Mais des violences volontaires ayant entraîné la mort. Alors il y a toujours un jeu de dupes dans l'histoire. Mais au-delà de ça, au-delà des chiffres, ce qui est inquiétant, c'est que ça c'est OK Choral, quoi. Marseille, c'est devenu OK Choral. Il y a beaucoup de cités en France où on ne maîtrise absolument plus rien. Mais je dis bien plus rien. Et les gens, à un moment donné, vont être confrontés à un dilemme. Est-ce qu'ils vont devoir toujours faire confiance à l'État et attendre, un peu comme le Père Noël, que l'État se réveille et mette en place des dispositifs pour juguler cette violence, ou est-ce qu'ils vont devoir se défendre eux-mêmes? Ce sera la vraie question des années qui s'annoncent. Et je pense qu'à un moment donné, si ça continue comme ça, c'est-à-dire que si vraiment l'État renonce à tout, parce que c'est le cas, hein, l'État refuse de prendre ça en main réellement. On a beau avoir droit à des coups de menton de Darmanin qui se démultiplient selon les plateaux télé pour expliquer que lui réagit en envoyant la CRS 8, la CRS bis, 8 bis, 8 terres et ainsi de suite. À partir du moment où vous ne renforcez pas la présence policière de façon pérenne sur le terrain en réinstaurant des commissariats et que vous ne renforcez pas le judiciaire, pas faire exactement ce qu'il fait, quoi. C'est fini, terminé. Vous actez le fait que vous abandonnez des parties substantielles de votre population sous l'autorité des voyous. Aujourd'hui, le constat, c'est quoi? C'est que vous avez des cités entières prises en otage. C'est ça la réalité. Ouais, je sais, je le vois. Il faut dire les mots. Moi, je l'ai vu à Grenoble de mes yeux, vu. Et voilà, il faut dire les mots, il ne faut pas avoir peur de les dire. Alors, il vous a pas échappé, très cher Vincent, que sur les plateaux télé, il y a une sorte de courtoisie. On n'ose pas dire, on dit, il semblerait que oui, les habitants de ces résidences, de ces cités, sont un peu incommodés par les quelques voyous qui sont là. Non, ils ne sont pas un peu incommodés. Ils sont menacés, ils sont rackettés, ils sont terrorisés. C'est ça la réalité des choses. On a abandonné ces populations-là. C'est dégueulasse. Ce qui se passe aujourd'hui dans les cités que l'on connaît, on les connaît, ces cités. C'est dégueulasse. On les a abandonnées. Purement et simplement, l'État a renoncé à jouer son rôle de protection. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour de civilisation. L'État ne remplit plus son rôle. Alors moi, je suis pas comme je suis pas stalinien. Hein, je suis pas pour l'État tout puissant qui va tout réguler. C'est pas ça la question. Mais je suis pas non plus un ultralibéral à l'américaine qui considère qu'il faut se démerder soi-même, quoi. L'État a un rôle à jouer. Ça revient à ce que nous disions au sujet des polices municipales par rapport aux polices nationales. Il faut la justice et la sécurité pour tous et que ce soit la même. Et si ça coûte cher, tant pis. On voit que l'État est prêt à débourser des centaines de millions d'euros, pour pas dire de milliards, pour faire des confinements dont on connaît à quel point ils ont été efficaces. Il faut réinvestir d'urgence en matière de sécurité pour réimplanter des commissariats dans les zones difficiles. Il faut réoccuper le terrain. Macron a employé, il aime bien le terme guerre. Apparemment, ça a l'air de lui plaire, je sais pas. Il a dû lire des bandes dessinées où il y avait des soldats. Il a l'air de bien aimer ça. Mais là, moi, je lui propose une vraie guerre. Là, on est face à des vrais soldats, mais des soldats de la délinquance et du crime. Les types sont armés, et pas armés de lance-pierres. Ce sont des kalachnikovs, ce sont des armes de guerre. Et ces types-là tiennent les quartiers. Alors, il veut faire la guerre, Emmanuel Macron. C'est pas la peine d'aller en Ukraine ni en Crimée, hein. Moi, je lui propose d'aller dans certaines cités marseillaises, de la Seine-Saint-Denis, du 77, du 95, et j'en passe des meilleurs.
Et en même temps, Jean-Pierre Colombiès, pour être très au contact des Français, puisque je fais des reportages régulièrement, sur cette question de l'insécurité, je me suis rendu compte qu'il y a une phrase qui revient souvent de la part des Français, c'est d'accord, on a tué quelqu'un en face de chez moi, mais bon, ça arrive partout en France maintenant, c'est le contexte. Il y a une sorte de déni, Fatalité, de ouais. fatalisme, un mélange de Mmh. déni et de fatalisme chez les Français qui est Mmh. assez impressionnant. Vous en pensez quoi, vous? Je pense que c'est un réflexe de survie, c'est-à-dire qu'on ne veut pas voir ce qui se passe à côté de soi parce que ça ne vous concerne pas. Jusque-là. Sauf qu'il y a eu des cas de mort collatérale. Je pense à cette maman qui, à Marseille, s'est retrouvée à quelques mètres d'un règlement de compte entre voyous, elle s'est pris une balle. Quand ça vous concerne directement, alors on va toucher du bois, hein, j'en touche là où j'en trouve, c'est pas très boisé, mais bon. Il y en a peu, heureusement, mais heureusement encore, il manquerait plus que ça. Quand ils se tuent entre eux, on va paraphraser ce qui se dit souvent aussi dans la rue. Bah, tant que c'est entre eux, on entend beaucoup ça aussi, hein. Tant que c'est entre voyous, bon, ça va, bon, c'est la racaille en moins. Bah non, mais non. Sauf que ça reste quand même pas normal que des types se flinguent dans la rue en plein jour. Parfois, ça reste quand même parfaitement scandaleux et anormal. Mais alors, a fortiori, quand vous avez des victimes qui n'ont rien demandé à personne, qui meurent, vous vous rendez compte que cette maman, elle est morte devant sa petite fille en voiture. Il y avait sa gamine à côté. D'accord. Bon, est-ce que c'est normal? Je pense qu'il y a un réflexe de protection de dire non, mais ça va, bon, il n'y en a pas tant que ça. C'est une façon de se rassurer soi-même. Là, on est un peu, c'est une thérapie devant caméra quelque part, hein. Et puis ça peut se terminer en vendetta. Moi, Bien sûr, En Colombie, dans les années 60, c'était des villages entiers qui disparaissaient parce que le frère tuait le père, qui tuait bien la sœur, sûr. qui tuait le machin, et des villages disparaissaient. Et moi, j'ai vu à Grenoble, là, dans un reportage, un monsieur de 43 ans dont le fils avait tué quelqu'un. Hmm. Et en fait, la famille du fils, du gars qui avait été tué, s'est vengée en tuant le père. Ouais. En trottinette d'ailleurs. C'est déjà arrivé aussi à Marseille, hein. Donc ouais, c'est des vendettas là. Bien sûr. Ça dépasse le cadre même des simples délinquants qui s'entretuent là. Si ça... Ben, ça prend une toute autre ampleur. C'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au rôle que devrait jouer l'État. C'est un rôle tampon, un rôle de justice. À partir du moment où il n'y a plus de justice, à partir du moment. Moi, il m'est arrivé de mettre en garde à vue quelqu'un, je vous jure que c'est vrai, pour le protéger. C'est-à-dire que, exactement ce cas que vous venez de décrire, un vieil homme dans une cité avait tiré sur des jeunes parce qu'il faisait du bruit, il l'avait insulté, et le gars a perdu la tête, il est allé prendre une arme de poing et bam, il a tiré sur un des jeunes. Il l'a blessé légèrement, heureusement. Donc le vieux monsieur, on est allé l'interpeller chez lui, on l'a mis en garde à vue. Quand on est sorti avec le vieux monsieur, les jeunes du quartier nous regardaient, ils étaient prêts à nous sauter dessus, ils ne l'ont pas fait, heureusement. Mais il avait un fils, ce monsieur, qui était peut-être pas aussi pacifique que ce qu'il pouvait en avoir l'air. Mais pour éviter ce genre de, justement, de réflexe, de tu as tiré sur mon fils ou sur mon frère ou sur mon copain, je vais tuer ton fils, on l'a mis, lui, en garde à vue aussi, pour protéger tout le monde et permettre, à un moment donné, que la tension retombe. C'est ce qui s'est passé. On a pu faire ça. À l'époque, aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Parce qu'il aurait fallu que je rende compte au parquet, à ma hiérarchie, pourquoi j'ai mis ce monsieur en garde à vue alors qu'il n'avait strictement rien fait. Mais c'était plus pour le protéger lui et éviter une escalade de la vengeance, de cette mécanique de vengeance que j'avais pris cette mesure de garde à vue. J'avais pris sur moi. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a un réflexe de gang et de bande à l'identique de ce qu'on voit dans certains pays sous-développés, ou du moins dans certains pays où il n'y a plus d'État. C'est vrai? C'est la caractéristique des pays où il n'y a pas Où il d'État. n'y a plus d'État. Et c'est ça qui devrait nous amener à la réflexion de dire, mais à quoi joue Macron? Alors on nous dit souvent, quand je suis sur d'autres plateaux ou dans certains médias, ah oui, mais c'était comme ça depuis longtemps, c'est pas de sa faute. Ah, c'est pas de sa faute, d'accord. Enfin, maintenant, ça fait 6 ans qu'il est président, on est d'accord, je ne me suis pas trompé. 10 ans qu'il est dans les couloirs du pouvoir. Il était nommé en 2012 conseiller à Hollande. Il a même participé à la campagne de François Hollande. Donc c'est un monsieur qui est dans les arcanes du pouvoir depuis plus de 10 ans. Il n'a pas fait une analyse de la sécurité. Alors, on va être très clair, hein. Où il sait très bien où il va, c'est-à-dire qu'il sait à quoi va conduire cette situation de désagrégation de l'État, ou il ne l'a pas compris. Dans les deux cas, c'est quand même grave. Parce que pour l'instant, en attendant, sur le terrain, bah, c'est la guerre. C'est la guerre. Moi, je suis désolé, quand des gens se tirent dessus à coups de 9 mm ou de Kalachnikov, vous appelez ça comment, vous? Quand vous avez des bandes rivales qui s'affrontent sur des parkings de boîtes, quand vous avez effectivement la réponse du berger à la bergère, tu as tué mon copain ou mon cousin ou mon frère, moi je vais tuer ton frère, ça veut dire que vous ne maîtrisez plus rien. Et c'est à ça que doit conduire, c'est à cette réflexion que doit conduire cette situation. À quoi on joue quand vous n'avez comme autre solution que d'envoyer des CRS protéger des parents d'élèves dans une maternelle, c'est que vous avez tout échoué.
et qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus de commissariat, il n'y a plus d'interlocuteur. Je veux dire, entre Sarkozy qui nous a supprimé la police de ce qu'on appelait la police de proximité, qui pour moi s'appelle la police, on va être clair. Hein. Pour moi, un policier doit être au contact de sa population. Il n'est pas dans sa tour d'ivoire ou dans son corps retranché qui est un commissariat de police. La police, par nature, doit être au contact de sa population. Toute cette rhétorique de cette époque, police du résultat, de l'efficacité, pour moi, c'est normal. Si une police n'est plus efficace, à quoi elle sert? Si elle n'est pas, je veux dire, il faut une police du chiffre et de la. Par contre, le chiffre, ça m'exaspère. Mais une police de contact et efficace, c'est par nature le travail de la police. Quand vous supprimez tout ça, vous supprimez le fondement même de ce qu'est le service public. Que disent les policiers sur le terrain aujourd'hui? Bon, ils sont écœurés. Ils sont littéralement et simplement écœurés. Ils gèrent. Alors, ils souffrent déjà d'une part de l'image même globale de la police, qui est la résultante de ce qu'on voit dans les manifestations. Et pour avoir participé aux manifestations, je peux comprendre qu'on ait une très mauvaise idée de l'image que renvoie la police, en tout cas la police du service d'ordre. Et moi, je ne veux pas qu'on mélange les genres entre cette police-là, qui est manipulée par le pouvoir politique, et la police du quotidien dans les commissariats, qui ne fait pas le même job. Et donc ces gars-là, hommes et femmes, ont un ressenti catastrophique. On bat les records de démissions quand même. C'est significatif. Il y a des milliers de démissions dans la police et dans la gendarmerie. Donc il y a un vrai problème de perception du sens du métier. Et quand vous en êtes à recruter au niveau du concours des gardiens de la paix à 7 de moyenne, 7 sur 20 de moyenne, c'est qu'il y a un vrai problème d'envie de ce métier, un vrai problème de vocation. En résumé, vous recrutez à peu près n'importe qui. Et quand en plus vous rajoutez à ça ce qui va être une future bombe à retardement, la réserve civile, et là je dis attention danger, on va dans le mur, on recrute actuellement des gens qu'on va associer au travail de la police en les formant en 15 jours, et au terme de cette formation très basique qui va être complétée de ci, de là par des formations sur le terrain, uniforme, gilet pare-balles et 9 mm sur le côté. Vous appelez ça comment? Moi j'appelle ça une police low cost. On va mettre du bleu. Alors souvenez-vous de ce que disaient Macron et Darmanin, on va mettre du bleu dans la rue. Bah ouais, mais enfin, si c'est du bleu avec des cibles, parce que de deux choses l'une, hein, où ces types-là se feront, enfin quand je dis ces types-là, ces hommes ou ces femmes se feront buter, ou ils tueront quelqu'un. Parce que la police c'est un métier. Il faut arrêter de dire des conneries. Ça suffit. J'en ai assez, je vous assure que j'ai un vrai ras-le-bol d'entendre dire qu'on va recruter, sans qu'il y ait de véritable vocation à faire ce métier, alors que les gens sont mal formés, pas encadrés, et qu'on va les jeter sur la voie publique avec tous les dangers que ça représente. Pour eux et pour les autres. Parce que être policier, ça signifie quand même, et aussi, et surtout avoir du sang-froid. Ne pas avoir peur. Comment vont réagir ces gens qui ne sont pas formés comme ils devaient l'être quand ils vont être dans des situations de tension extrême? J'ai un peu la réponse à la question. Et je la crains, cette réponse. Voilà où on en est aujourd'hui. L'état de la police globale est en situation de crise. Et malheureusement, les syndicats de police ne sont plus à la hauteur. Ils ne revendiquent plus rien. Mais plus rien. Ce constat que je fais, tous les policiers de base le font. Enfin, du moins ceux qui sont à peu près censés, quoi. Et je n'entends pas ça, ce discours chez les syndicats de police. Je n'entends pas du tout. Pour une raison objective qui est que Darmanin a tout noyauté. Ah oui? Bah oui. Mutation, avancement, les policiers sont très bien payés aujourd'hui. Hein. Faut dire ce qui est, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est le cas de le dire. Donc il dit oui à tout, quasiment. Le déficit, de toute façon, Macron creuse allègrement le déficit de l'État, notamment par ce biais. Enfin, c'est une des petites rivières qui alimente le déficit considérable, mais pour l'instant... Il paye mieux les policiers, mais en même temps, ils ne recrutent pas. Ils recrutent mal. C'est pas qu'ils recrutent pas, c'est qu'ils recrutent mal. Vous vous rendez compte, 7 de moyenne? Être recruter des effectifs à 7 de moyenne? C'est inquiétant. Enfin, ça devrait quand même amener à réfléchir, sans parler des démissions. De moins en moins de policiers ont envie de faire ce métier. Ils vont dans bien des cas, ils vont vers la police municipale, où ils sont mieux payés, où il y a moins de contraintes. Ah oui? Ouais. C'est une réalité. Marrant ça. Mais il n'y a pas ces problématiques de permanence, de turnover. Et puis c'est moins exposé. Les gens ont une perception de la police municipale beaucoup plus positive que de la police nationale. Hein. Oui, c'est vrai. Et j'en reviens notamment, surtout à cause des maintiens de l'ordre. Et des excès, des abus et des bavures, il faut appeler ça chat et chat, et des bavures qui ont eu lieu pendant ces services d'ordre. Avec la bénédiction du préfet de police, Didier Lallemand,
qui lui-même agissait avec la bénédiction des ministres de l'Intérieur, qui eux-mêmes agissaient avec la bénédiction des premiers ministres et du président de la République. Et quel était le problème avec la Bravem? Bah, la Bravem, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Ça rappelle un peu les voltigeurs de Pasqua à une certaine époque. Il y a ce côté visuel aussi. Je ne sais pas si vous avez Ouais, eu bien sûr, je l'occasion de les ai les vus, ils sont voir. C'est impressionnants. impressionnant Bien sûr, quand on très voit impressionnants. cet escadron de motards. Ouais, bien sûr. Ça rappelle un peu des forces de maintien de l'ordre d'autres pays, sous d'autres latitudes. Moi, le premier, ça m'impressionne. Ça ne renvoie pas du tout une image positive. Non, bien sûr. Pas du tout. Donc c'est des forces d'intervention rapides pour intervenir sur des points chauds. C'est pas la moto en elle-même, mais c'est le fait de déposer très rapidement une force d'impact. Mais c'est pas des gens qui sont faits pour le maintien de l'ordre. Et éventuellement pour l'extraction de certains meneurs qui ne l'extraient pas du reste. Parce que moi je les ai vus, les interpellations sur le terrain. C'est pas les Black Blocs qu'on interpelle. C'est des pauvres types. C'est pas, là il y aurait bien à dire d'ailleurs sur les maintiens de l'ordre et sur la gestion des manifestations. Il y a une sorte, on sent qu'il y a une harmonie entre les Black Blocs et les maintiens de l'ordre. Ah oui? Bien sûr. Bien sûr. J'ai assisté à des manifestations que c'était totalement significatif. On voit ces types habillés en noir, mettre le feu, tout casser, il ne se passe rien. Et puis d'un coup, ordre est donné de dégager tout ça. Et vous constatez que se trouvent au contact, non pas les Black Blocs et les forces de l'ordre, mais les forces de l'ordre et les manifestations. C'est un peu la stratégie du Black Bloc de se dissoudre après avoir agi. Oui, sauf que celui qui en prend plein la gueule, ça reste le manifestant lambda. Oui, oui, bien Qui sûr. lui va se prendre la compagnie d'intervention sur la figure. Moi-même, j'ai failli m'en prendre plein la figure, alors que j'avais rien fait du tout. J'étais juste manifestant. En tout cas, présent à la manifestation. Donc ça a un triple impact. Ça fait des belles images pour BFM, LCI et tous les médias mainstream, parce qu'on voit le feu partout. On se dit, vous vous rendez compte, l'ultra-violence. 2, ça permet de justifier la charge des policiers qui doivent mettre fin à ces exactions, à ces violences. Et 3, vous dissuadez en chargeant de simples manifestants, vous les dissuadez de recommencer. Et le 4e effet qui se coule, c'est qu'en montrant, focalisant les images des médias sur les violences commises par les Black Blocs, vous délégitimez complètement le mouvement social qui est à l'origine de ces manifestations. C'est machiavélique, mais ça existe depuis Fouché. Et même avant, je pense. Et même avant. Enfin, surtout Fouché. Les agitateurs professionnels, c'était quand même... Ouais, c'est un spécialiste, ouais, c'est vrai. Mais pas que lui, c'est vrai. Mais après, il a fait école. Il y a toujours eu des gens comme ça. Il y a toujours eu des manipulations, des manifestations populaires, 1848, 1871, tout ça, il n'y a pas de hasard. Et d'ailleurs, vous savez que Darmanin n'a rien inventé. Quand il a dit « nous allons être gentils avec les gentils, méchants avec les méchants », il ne fait que citer Napoléon III en 1849. Ah oui, je savais pas. Qui avait dit exactement la même phrase. Lui et son général Espinasse, qui avait réprimé les manifestations populaires dans le sang. Il y a eu beaucoup de morts en 1848, dont l'archevêque de Paris, le premier, Monseigneur Assas. Et pour revenir en 2023 à Marseille, autre ambiance, je compte bientôt faire un France saccagé à Marseille, vous me conseillez quoi? D'être prudent. Ah oui? Ouais. D'être prudent. Vous avez constaté un truc qui est significatif, que je vais montrer à d'autres personnes. Vous allez voir, il y a 2 villes. Enfin, il n'y en a pas que 2 d'ailleurs, il y en a plusieurs. Mais fondamentalement, il y a la ville du jour et la ville de la nuit. C'est pas la même. Ah oui? Je vous laisse découvrir ça. Dès que les magasins sont fermés, dès que la population qui travaille, la population qui est normale, entre guillemets, disparaît, rentre chez elle, c'est une autre ville qui apparaît. Une autre ambiance. Avec des endroits où il faut éviter d'aller il ne faut pas s'habiller en touriste. Donc déjà, il faut avoir une allure, il faut renvoyer un message physique, vestimentaire et physique. Il ne faut pas ressembler à un touriste. Il faut savoir qu'il y a des gens qui patrouillent, il y a des voyous qui patrouillent, il faut le savoir. Ah oui, il y a des patrouilles? Bien sûr, ils patrouillent, ils suivent les bus de touristes. Je l'ai vu. C'est pas, là, je ne parle pas d'histoire qu'on m'a racontée. On a travaillé sur ces gens-là. Donc ils sont en scooter, par 2, par 3, ils prennent en filature les bus de touristes et dès qu'ils ont l'occasion, c'est un peu comme au Brésil, vous avez une nuée de voleurs qui s'emparent de tout ce qui traîne et de tout ce qui peut être revendu par ailleurs. C'est fou ça. Je ne sais pas si c'est fou, mais c'est réel. Et attendez, parce qu'on a vu dernièrement... C'est arrivé à Paris, c'est arrivé au Trocadéro, ce que je vous raconte là. Ah bien sûr, mais moi j'ai vu des images d'attaques de diligence quoi, oui. sur l'autoroute qui mène à l'aéroport. Bien sûr. C'est fou ça. Bien sûr, ben oui, mais
Ça revient à notre discussion, là. Oui. Quand il n'y a plus rien, quand il y a plus Ouais, mais les rien, mecs se sentent vraiment tout dans puissants. l'impunité totale, bien sûr. Et ça renvoie là encore à un autre... Parce que c'est un débat qui peut durer des heures, hein, à une autre branche de l'arbre judiciaire qui est celui des places de prison. Dès lors que vous n'avez plus, en tant que voyou, vous n'avez rien à craindre. Dès lors que, même si vous avez, moi j'ai connu des garçons et des filles qui avaient 20, 30, 40, 50 antécédents judiciaires. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Ils n'avaient pas fait un seul jour de prison. Il n'y a pas de répression. Et c'est dingue, ça. Les juges, quand ils ont en face d'eux ces jeunes, ils se disent quoi? Ils se disent pas que les renvoyer dans la société, c'est mettre en danger. Ça rejoint ce que je disais sur l'hypocrisie aussi de certains lobbies en France, où on considère que la prison est au mieux inutile, au pire une école du crime. Ouais, mais à un moment donné, il faut bien une réponse. Or, on ne sait pas répondre à cette question. Quel type de réponse apporter face à des jeunes, parce que ça commence très tôt, qui ont face à eux un vide. Il n'y a pas de punition à l'acte. Alors on dit oui, on se retranche souvent sur la phrase de Victor Hugo qui disait ouvrez une école, vous fermez une prison. Ouais, mais enfin, sauf que quand vous avez des gamins qui vont plus ni à l'école ni nulle part, Ni en prison. et qui vont pas non plus en prison, vous faites des monstres. Ouais. Vous faites des monstres. Et c'est ça qui nous attend là. C'est ça qui nous arrive de plein fouet. Nous avons cette génération de monstres qui monte en puissance, pour qui il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Rien. C'est leur monde à eux, c'est leur puissance à eux et à eux seuls qui comptent. Et là, on a un problème. On a un vrai problème. C'est pour ça que je dis que je répète, si Macron veut jouer à la guerre, il n'y a pas de problème, moi je peux lui en proposer une. Et elle est à domicile, hein, il n'y a pas à se déplacer beaucoup, c'est pas la peine d'aller en Ukraine. À mettre un t-shirt, peut-être mettre un t-shirt vert. Zelensky peut lui en prêter un, peut-être. Bleu marine, je sais pas. Puis on va l'envoyer dans les cités, il va rigoler là. C'est pas la peine d'aller chercher ailleurs, ni faire la morale à qui que ce soit d'autre. Hein. Faut lui dire, et Manu descend, hein, comme disait le sketch. Oh Manu descend, viens vers nous Manu. Viens vers le peuple. Viens vers la rue. On va te montrer là où ça cogne. Je peux vous assurer que si j'amenais ces gens-là, certains de ces gens-là, du ministère de l'Intérieur ou de certains cabinets préfectoraux, moi je les amène dans des cités où ils auront la trouille. Ils auront la trouille de leur vie. Parce que ce sera un autre monde. Moi, ce que je peux leur montrer, c'est un autre monde. Une autre dimension. Et là, il faudra s'accrocher. Mais sans garde du corps. Il ne faut pas se promener avec 30 voitures escortes, 150 gardes du corps. Moi, je prends par la main, je l'amène dans certaines cités. Je dis, voilà, c'est ça aussi la vie. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on propose? Ben rien. Rien. Jean-Pierre Colombiès, merci beaucoup. De rien.